Bonsoir, voici les titres du journal. Renforcement des acquis de la relation Cameroun-France au cours de l'audience accordée ce jeudi par le président de la République à l'ambassadeur de France, compte tenu des échanges en tête du journal. Renforcement de la lutte contre les violences en milieu scolaire et universitaire, instruction du Premier ministre chef du gouvernement au cours du conseil de cabinet de ce jeudi. Nous irons à l'immeuble Étoile pour les perspectives de cette bataille. Renforcement des acquis sur la route de Tokyo 2020. Les Lions indomptables ont battu les Zambiennes par 2-3 cet après-midi à Yaoundé. Nous revivrons ce match à suspense. Ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. La relation France-Cameroun, plus forte que les contingences en toute continuité, le président de la République, son Excellence Paul Biya, recevait ce jeudi en audience au Palais de l'Unité son Excellence Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun. Au sortir de cet important entretien, le diplomate français a révélé à la presse que ces échanges avec le président Paul Biya ont concerné la coopération bilatérale, la sécurité, la politique. Reportage au Palais de l'Unité. Yves-Marc Moudzo. L'audience accordée ce 5 mars 2020 au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, à l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou, s'inscrit dans le prolongement d'une longue tradition. Une tradition de rencontres fréquentes et de contacts réguliers entre la France et le Cameroun, même si de toute évidence, l'actualité de ces derniers jours sur le ciel des relations entre Paris et Yaoundé aura contribué à donner à la rencontre de ce jeudi un relief tout particulier. Le président Biya m'a accordé une longue audience au cours de laquelle nous avons abordé un certain nombre de sujets. Cette audience s'inscrit dans les rapports étroits que les deux pays entretiennent, dans les contacts continus. Et cette audience s'inscrit également dans le cadre de l'échange qu'ont eu les deux chefs d'État il y a quelques jours au téléphone. L'échange de ce 5 mars 2020 entre le président Biya et son hôte aura duré un peu plus d'une heure. Au menu, les principaux centres d'intérêt, la coopération bilatérale, les questions sécuritaires, mais d'abord la politique. L'évolution de la situation politique au Cameroun, après les élections législatives et municipales de ces derniers jours. Nous avons également abordé la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest qui reste préoccupante. Et à cet égard, nous avons, dans ce cadre-là, évoqué la tragédie de Ngarbou et notamment l'identification des responsabilités pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis enfin, nous avons évoqué au-delà de ça les relations bilatérales entre les deux pays, les moyens de les renforcer. Et j'ai fait part au président des préparatifs que nous sommes en train de prendre pour organiser le sommet Afrique-France qui aura lieu à Bordeaux les 4, 5 et 6 juin et pour lequel nous avons eu la visite de la secrétaire générale qui était là il y a quelques jours. L'idée est de mettre en valeur la contribution du Cameroun à cet important événement qui réunira l'ensemble des pays africains et la France. Assurément, le diplomate français est reparti du palais présidentiel avec une meilleure compréhension de la situation actuelle au Cameroun et une meilleure maîtrise de la complexité des défis que le pays et ses dirigeants s'emploient à relever courageusement au quotidien. Également dans l'actualité de ce jeudi au Cameroun, le conseil de cabinet du mois de mars à l'immeuble Étoile, le gouvernement de la République se met en ordre de bataille pour infléchir la courbe de violence en milieu scolaire et universitaire. Les solutions étaient partagées ce jeudi au cours de ce conseil présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Les ministres en charge de l'éducation de base, des enseignements secondaires et de l'enseignement supérieur ont ainsi indiqué la voie de la sensibilisation de la jeunesse aux valeurs morales et sociales. Jean-Pierre Ndjana à l'immeuble Étoile. Limite, violence sans frontières, il s'observe comme une montée en puissance du phénomène en milieu scolaire et universitaire ces dernières années au Cameroun. Et le gouvernement s'en préoccupe au plus haut point vu la tranche d'âge concernée, la jeunesse, c'est-à-dire l'avenir même du pays.
Après avoir posé le diagnostic sur les causes immédiates et lointaines qui ont pour nom, entre autres, sureffectif des classes, exposition aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, précarité de la cellule familiale, le gouvernement, qui n'invente pas la roue ici, table sur la sensibilisation. Nous avons convenu d'élargir le spectre de lutte contre les violences en mettant ensemble toutes les administrations qui sont concernées, avec la communication bien sûr, qui est véritablement aujourd'hui le point qui fait le fléau de cette violence-là. Dans l'enseignement supérieur, et le ministre d'État s'en est félicité, la tendance est plutôt à la baisse du phénomène. Le remède, il faut aller le chercher dans la gouvernance sociale qui y a cours depuis quelques années. Nous mettons l'accent sur la sensibilisation, sur l'éducation, sur les valeurs morales, les valeurs éducatives, les valeurs culturelles et les valeurs comportementales. C'est la raison pour laquelle, hormis les universités de Bamenda et de Boya, qui sont, comme vous le savez, soumises à une situation conjoncturelle que nous déplorons tous, et les autres 6 universités d'État et les 273 instituts privés d'enseignement supérieur fonctionnent dans le calme et dans la sérénité. Recommandation expresse du Premier ministre Joseph Dion Ngouté à la clôture des travaux, le renforcement de la sécurité à l'entrée des établissements avec notamment l'utilisation de la vidéosurveillance. Par ailleurs, les associations des parents d'élèves et des enseignants devront plus que par le passé être mises à contribution. Le fin mot étant, on le comprend, la synergie entre les différentes composantes de la communauté éducative nationale. Au terme de ce conseil de cabinet, le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, a signé un communiqué pour résumer l'essentiel de ces travaux, à retenir notamment du Premier ministre, chef du gouvernement, l'instruction pour l'élaboration d'un programme d'éducation parentale sur la lutte contre les violences en milieu scolaire et l'adoption d'un code de conduite. C'est à l'intention des enseignants et du personnel administratif de ces établissements. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, recommande par ailleurs au ministre en charge de ces secteurs de l'éducation de veiller à la sécurisation physique des établissements, à la fouille systématique et à la mise en place des dispositifs de vidéosurveillance au sein de ces établissements. Et on le comprend aisément, l'ordre du jour de ce conseil de cabinet vient en réponse aux récentes flambées de violence en milieu scolaire, des flambées de violence enregistrées dans quelques établissements scolaires à Yaoundé et dans le littoral notamment. Malgré le renforcement des mesures de sécurité des lycées et collèges publics et privés, on constate que le feu semble toujours couver sous les cendres là-bas, et Barbara Padjama est allée vérifier cela auprès de quelques responsables des établissements à Yaoundé. Son reportage. Par exemple, ceci a été retrouvé dans un sac d'élèves. Ça peut être un outil très dangereux. La vigilance est devenue l'affaire de tous les établissements. Même les murs ont ouvert la bouche pour reprendre de curieux vagabonds. Le phénomène des violences en milieu scolaire a beaucoup appris dernièrement par de malheureux exemples. À l'entrée des collèges, la fouille est devenue une règle incontournable. Quand ils arrivent, nous fouillons leurs sacs et nous décidons du contenu de chaque sac. Nous faisons un travail un peu plus profond qui nous permet déjà de pouvoir sortir une espèce de fichier d'enfants un peu amènes de porter une certaine violence sur leurs camarades en salle de classe. Pour recadrer les égarés, les responsables d'établissements ont créé et mis en alerte des clubs d'éthique et d'intégration et des clubs de la paix pour résoudre les petits conflits entre camarades. Mais en cas de durcissement, nous gérons en fonction du règlement intérieur. D'ailleurs, sachez que les bagarres sont strictement interdites en milieu scolaire. Le prix de ça, c'est l'exclusion définitive. Lorsque les bagarres sont déclarées avec des blessures graves. La sensibilisation fait la patrouille dans l'enceinte des écoles. Les encadreurs sollicitent comme autre mesure de lutte contre les violences en milieu scolaire une participation parentale. Nous les adultes sommes plus nombreux que les enfants et pouvons apporter un important impact dans leur vie. Nous pouvons combattre la violence, ça ne peut pas nous dépasser. Dans les cahiers, les élèves consignent davantage les leçons de civisme et les intègrent pour vivre ensemble en harmonie.
Parlons à présent de ce moment historique vécu ce jeudi dans la capitale. Le nouveau maire de Yaoundé recevait les clés de la ville dont il a désormais la charge. La cérémonie de passation de service à la tête de la communauté urbaine de Yaoundé entre Luc Messi Atangana, le nouveau maire de la ville, et le délégué du gouvernement sortant, Gilbert Timiévouna, était également l'occasion de la transmission des documents officiels sur le patrimoine de cette collectivité. Séverin Legambele. Salle des actes de l'hôtel de ville de Yaoundé, ce jeudi. L'acte purement administratif et technique est consommé. La transmission de la charge dans les formes légales au maire de la ville, fraîchement élu, s'articule autour de la présentation du procès verbal de passation, conformément à l'instruction du ministre de la décentralisation sur la saine gestion municipale. Très sommairement, il est fait mention des éléments identifiables du patrimoine que l'ancien délégué du gouvernement et son équipe laissent à la communauté urbaine. Un passif et des actifs appréciables après de longues années de gestion. On dit toujours que nos œuvres nous suivront et quand nous circulons dans la ville de Yaoundé, tout le monde est témoin de ce que le délégué du gouvernement a pu faire pour notre ville. Il part aujourd'hui, je crois, à la tête haute, fier d'avoir joué sa partition. Après la signature des documents, le nouveau maire dont on connaît les états de service est entré en possession des clés de la ville. Un acte symbolique à la dimension des chantiers urgents qui attendent les élus. L'administration de la mairie est réglementée. Elle se fait suivant les lois et règlements du pays et nous devrons nous y conformer. Nous devons vivre dans un espace propre. L'incivisme, le désordre urbain, je souhaite qu'il prenne fin. À la lumière des registres des délibérations, des engagements de l'état civil, du livre-journal de la comptabilité matière, le nouveau maire de la ville de Yaoundé peut conduire sereinement le plan de campagne de la communauté urbaine. Une nouvelle ère s'ouvre également pour la ville de Douala. C'est officiel depuis hier mercredi. La capitale économique a son tout premier maire. Roger Victor Mbassa Diné prendra fonction demain vendredi sous la conduite du préfet du département du Vouré. Mais ce jeudi déjà, les responsables entrants et sortants de la ville se concertaient à la communauté urbaine et le docteur Fritz Antonin a exhorté ses anciens collaborateurs à accompagner son successeur pour le développement de la ville de Douala. Prudence Mbazoa. C'était une cérémonie en deux temps. Tout d'abord, il s'est agi, pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, de faire ses adieux à un personnel qu'il a dirigé pendant 14 ans. Prenant la parole sur le pupitre de la salle Tokoto, Fritz Ntonen, sur un ton lyrique comme à son habitude, a remercié les 1250 employés que compte l'institution pour le travail accompli jusqu'ici. Il appelle également ceux-ci à continuer d'œuvrer aux côtés de son successeur pour le développement de la capitale économique. Toute l'équipe sortante souhaite donc bon vent et beaucoup de réussite au nouvel exécutif et a engagé sa disponibilité pour que, même étant citoyens simples, que nous œuvrons pour le développement de notre belle cité. Prenant la parole à son tour, le maire élu de la ville de Douala, Roger Victor Mbassa Diné, a non seulement témoigné sa reconnaissance à son prédécesseur pour cette belle initiative, mais l'a félicité pour tous les projets d'embellissement de la cité économique dont l'image porte son estampille. Une expertise dont il compte profiter. Une main tendue, mais un engagement ferme du nouvel entrant à discipliner le personnel indélicat. Il promet de se battre pour la mobilisation des financements additionnels afin d'améliorer premièrement la mobilité urbaine. Reparlons ce soir du décret du président de la République qui était signé lundi 2 mars et qui crée la National School of Local Administration, un instrument de formation des ressources humaines de qualité précisément pour ces collectivités territoriales décentralisées qui se réorganisent en cette saison des municipales. Cette école va notamment assurer la performance de la fonction publique locale et accélérer la maîtrise des
processus de décentralisation et de développement au niveau des collectivités. La lecture de Philippe Roger Sama. La question des ressources humaines n'a jamais été absente des débats sur la décentralisation. Le décret du président de la République créant la National School of Local Administration, désignée NASLA, vient clore cette controverse. Placé sous la tutelle technique du ministère de la Décentralisation et du Développement local, cet établissement, selon le décret qu'il institue, a pour mission d'assurer la formation professionnelle dans les domaines de compétences et spécialités de l'administration locale. L'organisation de la NASLA, à la dimension de sa vision et de ses ambitions, comprend un conseil d'administration et une direction générale. Sur le plan du régime général de la formation, cette institution se positionne comme un établissement de référence avec une multiplicité d'offres, notamment la formation initiale diplômante en 3 cycles, A, B et C, la formation continue et des formations spécifiques. La recherche appliquée à la gestion des collectivités territoriales décentralisées y occupera aussi une place très importante. Comme premier critère de sa compétitivité, l'entrée dans cette école se fera sur concours pour ce qui est de la formation initiale diplômante. Ce jeudi était le 2e jour de la visite de travail du ministre des Travaux publics à travers les chantiers dans la région du Sud. Emmanuel Nganou-Djoumessi évaluait notamment les travaux de construction de la route Sambelima-Bikoula, longue de 65 km. Le chantier a repris après plus d'une année d'interruption, tandis que le tronçon voisin Bikoula-Djoum, long lui de 38 km, atteint maintenant un taux d'exécution physique de 62%. Retrouvons dans la suite du MINTP notre reporter Rodrigue Bertrand-Tueno. Depuis le 13 janvier 2020, le vrombissement des engins retentit à nouveau sur le chantier de la route Sangmelima-Bikoula, 65 km, le sortant d'une hibernation qui a commencé en septembre 2018. La reprise est encore timide en raison de quelques contraintes qui ont été présentées au maître d'ouvrage au cours de 3 arrêts. Parmi ces contraintes, la non-libération des emprises par certaines familles expropriées. Une contrainte retrouvée sur le tronçon Bikoula-Djoum. Ce campement pygmée refuse de décamper tant que ces exigences n'auront pas été satisfaites. Leur représentant a égrené le chapelet de ces exigences au ministre venu à leur rencontre. Bien que le ministre n'a eu mandat, allons bien mandat à psycholo, à Andjong. Je me suis évité à Kolane pour bien à bien y pour un boucama monoon. Une séance de travail a permis aux divers acteurs d'examiner certaines de ces contraintes et d'envisager l'avenir avec optimisme. La date butoir des chantiers c'est prévu pour le 31 décembre 2020. Espérons-le. Espérons-le. Nous sommes optimistes, on va faire de notre mieux. La 2e journée de cette visite dans la région du Sud a pris fin sur les routes Mintom-Lelentam-Balam. Les organisations paysannes se concertaient autour de l'avènement d'une agriculture familiale modernisée depuis hier. Le plaidoyer de ces organisations paysannes et des organisations de la société civile sur la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale au Cameroun se tenait en Fou, c'est dans le département de la Mefou et à Famba. Cette activité liée à la 35e édition de la Journée internationale de la femme était conduite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé. Elvire Nina Galim pour d'autres précisions. Des idées ingénieuses qui germent dans les terres dans la Mefou et à Famba. Les femmes rurales de Mfou, conscientes de la valeur ajoutée de la transformation, entendent bien franchir un autre cap, passer d'une production familiale pour bâtir de petites entreprises artisanales. De quoi sortir de l'état de subsistance pour entrer dans l'entrepreneuriat moderne. Seulement, l'accès à la terre sécurisée et au financement constitue des freins. Si nous devons travailler sur le droit foncier, la femme en sortira grandie. Et nous sensibilisons tous les jours pour que la femme connaisse ses droits. Et ça, c'est un de nos programmes d'accompagnement à la base. Parce que la terre est un capital majeur
dans l'entrepreneuriat agricole. Ensuite viendront les capitaux, le financement, la technologie et la volonté. Les présents acquis ici sont source d'espoir. C'est l'assurance de la modernisation de l'appareil de production. Ces reines de la terre peuvent compter sur le gouvernement pour renforcer la structuration du monde rural. En cette semaine de la femme, nous sommes heureux de venir magnifier la femme rurale parce que nous savons que l'agriculture familiale est l'épine dorsale de l'agriculture résiliente au Cameroun et nous sommes venus pour applaudir ces femmes. Fiers du travail qu'elles abattent, leur engagement réside aussi dans leur volonté de servir de modèle aux plus jeunes pour un secteur dynamique doté d'une capacité de renouvellement durable. À présent, la suite de notre série sur les organisations non gouvernementales installées au Cameroun. Avec cette interrogation ce soir, les ONG sont-elles donc assimilables à des associations à but non lucratif? Question au regard des charges et des programmes qu'elles affichent dans leur actif. Lumière ce soir donc sur les réelles motivations de ces organisations non gouvernementales de droit étranger qui bénéficient généralement du statut d'observateur au sein de certaines structures internationales. Quels bénéfices tirent-elles donc de ces activités? Élément de réponse dans cette enquête de Agnès Solange à Bessolo. Les promoteurs des ONG se recrutent pour la plupart parmi les leaders d'opinion et le processus de valorisation de leur entité dépend de la notoriété établie sur le terrain. Or, il y a des factures à payer, un personnel à rémunérer et des programmes à mener. Des charges lourdes parfois qui nécessitent la mise en place de mécanismes de financement intégrés très souvent dans le cadre de la promotion de l'action de ces ONG. Une forme de contrat d'échange qui ouvre les portes à des opportunités inespérées. Les promoteurs des ONG, dans le cadre de leur mission, peuvent bénéficier des facilités de voyage pour eux, pour leur famille, des facilités de placement de leurs enfants dans des universités, dans des écoles étrangères un peu partout. Ceci veut dire que chaque fois qu'une ONG produit un rapport, ce rapport n'est pas la photographie de la réalité, mais ce rapport est toujours intéressé et il est toujours motivé. Pour comprendre ce que gagnent les promoteurs des ONG, il faut interroger les motivations réelles de ceux qui les financent et de ceux qui sont de produire les rapports. Généralement, c'est des rapports à charge, mais qui obéissent à la logique des commanditaires, à la logique de ceux qui payent. Comme on le dit en relations internationales, pas d'intérêt, pas d'action. C'est davantage les ONG des droits étrangers qui bénéficient généralement du statut d'observateur au sein de certaines instances internationales. 10, 15, 20 millions par mois, voire plus, suffisant pour avoir droit au chapitre et tenir tête à qui conteste, au nom de la valorisation de la société civile. Force est donc de constater que ces promoteurs d'ONG ne sont pas totalement désintéressés. L'armée camerounaise, toujours au service des populations, dans le secteur de la santé, par exemple, les médecins militaires soulagent les souffrances à travers une structure spécialisée de nos forces de défense, la DSO, la division de la santé opérationnelle. C'est là le bras séculier de l'armée pour les secours dans les zones de conflit et dans les catastrophes. Ces médecins en treillis au service des populations camerounaises vont généralement dans ces zones où les secours civils ne peuvent plus accéder. Incursion dans leur quotidien avec notre guide Pierre Evembe. Le colonel médecin Bambozo Emile revient de loin, de très loin. Le chef de division de la santé opérationnelle au ministère de la Défense a été touché lors d'une attaque alors que son équipe lui menait une opération d'envergure d'implantation des hôpitaux de campagne dans les zones reculées du nord-ouest et du sud-ouest. Être victime d'une attaque, ça fait partie du lot quotidien du militaire. Sur le terrain, la balle ne choisit pas. Elle ne va pas dire que voilà le médecin et voilà le combattant. Les éléments de la DSO poursuivent leur travail là où les autres se sont arrêtés depuis longtemps. Et en zone de crise, tout le monde est pris en charge. Nous sommes au service des populations. Nous sommes les esclaves des populations. Nous avons été formés pour ça. Et nous donnons notre vie pour
les civils, pour que notre système, pour que notre vivre ensemble soit effectif. J'ai des images des assaillants qui sont traités une fois récupérés, traités dans les mêmes conditions. Et peut-être même, on nous traite même souvent d'accorder un traitement de faveur. À chaque grand événement, vous verrez les hôpitaux mobiles avec des personnels médecins, infirmiers en treillis, prêts pour les premiers soins. C'est elle qui se déploie sur les lignes de front. C'est encore elle qui conditionne tous les blessés pour diminuer le nombre de morts évitables. Et elle part de ces lignes jusqu'aux bases arrières. Elle déploie des structures qu'on appelle l'hôpital de campagne. En zone de guerre, de catastrophe, 75% des morts sont évitables. Alors imaginez le nombre de Camerounais qu'ils sauvent au quotidien avec comme seul intérêt la fierté du devoir bien accompli. La suite de notre série, le Jeudi des régions. Ce soir, nous ouvrons le dossier des défis de l'insertion socio-professionnelle des jeunes Camerounais. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement et les partenaires au développement mènent des actions multiformes pour apporter des solutions au chômage des jeunes Camerounais. Allons donc voir dans la région du Nord où de nombreuses structures opèrent sur le terrain avec une offre variée de formations professionnelles, toutes destinées aux jeunes. Comment cela fonctionne? Voici l'enquête de Iya Achamalim à Garoua. Ruée des jeunes diplômés vers les services de l'Agence régionale du Fonds national de l'emploi du Nord à la recherche d'éventuels emplois. Je suis formé en mécanique automobile et après le BTMA, je suis parti au centre technique de Pitois. Je suis venu et voici un poste qui correspond à mon profil. Ça fait 2 ans que j'ai déposé mon dossier ici au Fonds national de l'emploi. Jusqu'ici, on ne m'a pas encore appelé. De janvier 2019 à ce jour, ils sont au total plus de 2350 chercheurs d'emploi enregistrés dans le fichier du FNE. Nous y retrouvons des profils qui sont dans différents domaines de formation. Nous en sommes à 2346 chercheurs d'emploi enregistrés et orientés. Selon les statistiques rendues publiques par les responsables de cette structure, environ 20% de la population active en zone urbaine est à la recherche d'emploi, dont une catégorie d'entre elles a jeté son dévolu sur la formation professionnelle pour parvenir à l'objectif visé. Je fais la filière logistique et transport. J'ai choisi cette filière parce que cette filière avait plusieurs débouchés à la fois. Je rêvais de faire plus le tourisme. Par exemple, je peux créer mon entreprise ou je peux créer par exemple ce genre de forage et créer aussi les plaques solaires chauffantes. Des jeunes chercheurs d'emploi qui rêvent d'un avenir reluisant. C'était plutôt Oumarou Boubakari de Siar TV Nord sur ces formations destinées aux jeunes en quête d'emploi. Nous allons voir maintenant comment cela fonctionne exactement sur le terrain, ces formations de métiers et sur le champ de la professionnalisation de ces métiers dans la région du Nord avec maintenant, je l'espère, Iya Achamalim. Avoir le pied à l'étrier pour un avenir qui s'annonce savamment huilé et prometteur. Tel est le défi quotidien de nombreux jeunes dans le Nord. Et l'offre de formation proposée par le gouvernement camerounais dans les centres professionnels est une réponse appropriée aux besoins en termes d'emploi dans cette région. Nous avons une multitude de filières qui se veulent professionnelles. Nous avons bâtiment, qui est une nouvelle filière, et également entrepreneuriat agro-pastoral. Un large éventail pour répondre spécifiquement et efficacement aux attentes des jeunes. Une formation adaptée au contexte socio-économique et climatique. C'est le cas des briques en terre fabriquées à la SAR SM de Garoua et à Léniette. Le centre de promotion de la femme et de la famille de Garoua, situé au cœur de la cité capitale du Nord, joue aussi un rôle déterminant dans la formation et l'autonomisation des femmes et surtout des filles. Nous avons des filles qui
ont été victimes des mariages précoces, des mariages forcés. Et puis les filles qui ont été victimes, par exemple, des problèmes d'héritage. Relevant du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, celui des enseignements secondaires ou du MINPROF et des autres ministères sectoriels, les structures d'accueil et de formation des jeunes dans le Nord livrent sur le marché de l'emploi des apprenants au profil varié. Beaucoup d'entreprises reviennent vers nous dire merci par rapport aux produits qu'on leur a envoyés. À cet embelli se greffent des appuis financiers et techniques du gouvernement camerounais avec l'appui de ses partenaires pour encourager les jeunes qualifiés et porteurs de projets bancables à s'installer à leur propre compte. Faisons à présent le point des préparatifs pour la 35e journée internationale de la femme. Le 8 mars se prépare dans la région de l'Est. Là-bas, les femmes poussent la réflexion autour des thématiques estimées plus pertinentes. Il s'agit de sortir de cette célébration ordinaire autour du pagne et des agapes. Allons voir cela à Berthois avec Victorine Béguel. Voici plus de 2 décennies que Gisèle Demi brasse du poisson au marché de Berthois. Grâce à son activité, elle parvient à subvenir aux besoins de sa petite famille. Je gère mon activité sans attendre l'homme dont je gère. J'envoie mes enfants à l'école avec mon business. Je paye les droits comme il faut payer à la mairie. J'habille mes soeurs, mes orphelins. Et puis, ce qui est bon chez moi, c'est que ça fait 12 ans que mon mari en retraite et c'est avec cette activité que je nourris mes enfants et que je m'épanouis. La journée internationale de la femme, elle entend la célébrer avec dignité. Comme elle, de nombreuses femmes dans la région de l'Est sont conscientes, au-delà des agapes, prennent activement part à de nombreuses activités, notamment celles de réflexion, gage de leur épanouissement. J'assiste aux activités, ce n'est pas forcément le pagne, c'est la liberté parce que ce jour on a libéré les femmes. Pour que la femme qui souffre pour avoir son argent doit s'épanouir ce jour. La fête avec son uniforme, c'est le vœu de nombreuses femmes à Berthois. En début de semaine d'ailleurs, elles sont montées au créneau pour décrier le flou observé dans la commercialisation de ce pain, tout comme elles se sont mobilisées pendant la table ronde, plus de 200 femmes déterminées à imposer une nouvelle donne bénéfique à la jeune féminine. Il y a quelques années, lorsque nous tenions ces causeries, il y avait une 50aine de femmes. Cela démontrait que le c'est pas. Or, ce n'est pas le cas. Pour cette édition, par exemple, nous avons des centaines de femmes qui étaient là, où on a développé le thème sur la protection juridique des droits de la femme. On a même dû arrêter alors que des femmes avaient des questions, des préoccupations qu'elles tenaient à exposer. Pour l'heure, beaucoup a été fait. On assiste à une prise de conscience des femmes qui, hier, limitaient la journée du 8 mars à la fête. Aujourd'hui, s'impliquent aux activités relatives. Mais le combat se poursuit. Au ministère des Finances comme au ministère de l'Économie, les politiques en faveur de la promotion de la femme et du respect de ses droits sont encouragées. C'est le constat là-bas. Les femmes de ces administrations réfléchissent autour de ces questions depuis ce jeudi. Compte tenu des échanges avec José Gaëtan Changa. Les femmes du ministère des Finances entérinent les mesures budgétaires en faveur de leurs conditions. Elles ont répondu présent à cette conférence débat. Il y a des activités qui portent justement sur le genre, qui sont financées sur le plan budgétaire. Nous prenons le cas du ministère de l'Éducation de base avec les programmes universalisation au cycle primaire, là où nous avons des actions spécifiquement liées au taux de rétention de la jeune fille à l'école. Nous avons les mêmes programmes au ministère de la Santé. La rencontre organisée au MINPAT était tout aussi discursive. L'État fait beaucoup pour l'émancipation de la femme. L'égal accès aux emplois n'est plus une chimère. D'une manière générale, les lois sur la promotion du genre et des droits de la femme ont évolué. Malgré tout, beaucoup reste à faire. Première solution, l'institutionnelle. Deuxième solution, il y a les associations. Les associations sont garantes des engagements. Donc les associations doivent faire pression également aux décideurs pour que les décideurs respectent leurs engagements. Je pense que de ce point de vue, on doit avoir des associations un peu plus offensives. Parce que jusque-là, nous sommes restés dans la sensibilisation.
Les échanges, parfois houleux mais francs, témoignent de la sincérité de l'exercice. Les femmes du ministère des Relations extérieures, de leur côté, étaient réunies pour une conférence débat ce jeudi. Des réflexions qui ont tourné autour de la problématique du genre dans la diplomatie camerounaise. Des moments d'échange entre ces dames diplomates et plusieurs autres invités spéciaux racontés ici par William Badier. Lancement des activités marquant la 35e édition de la Journée internationale de la femme au ministère des Relations extérieures. La salle des conférences, qui sert de cadre, regroupe pour la circonstance les femmes diplomates du Cameroun et quelques invités spéciaux au rang desquels les chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités à Yaoundé. L'édition de cette année a pour principal objectif de mener des réflexions sur les avancées des droits des femmes et d'envisager des stratégies plus efficaces de promotion de leurs droits au Cameroun. En dehors de cette conférence axée sur la problématique du genre dans la diplomatie camerounaise, sont prévues plusieurs autres activités. Juste après cette cérémonie, nous avons une conférence qui nous donnera l'occasion de faire le bilan au sein de la question genre au sein du ministère des Relations extérieures. Il faut dire que la problématique du genre à réflexion au ministère des Relations extérieures cadre bien avec les avancées notoires observées au cours des dernières années, avec la nomination des femmes diplomates au prestigieux poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Les dames de la CRTV jouaient au football ce jeudi. L'équipe féminine de l'Office s'est inclinée devant celle de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures par 3-1. La rencontre amicale disputée cet après-midi au stade militaire ici à Yaoundé s'inscrit dans la suite des activités de cette 35e journée internationale de la femme ici à la CRTV. Le film du match avec Ibrahim Mohamed Abbassi. La première occasion de cette confrontation est venue de la formation de la CSPH qui ouvre la marque à la 5e minute. Dominée, l'équipe de la CRTV plie et encaisse un deuxième but à la 19e minute. Poussé par le fans club, les Lions du micro multiplient les actions. Malheureusement, toutes les tentatives seront vaines jusqu'à la mi-temps. À la reprise, les dames de la CRTV réduisent la marque sur un coup franc avant d'encaisser le troisième but qui scelle définitivement leur sort. À l'occasion de la journée internationale de la femme, nous avons voulu livrer ce match avec la CRTV pour que les dames s'épanouissent aussi et puissent montrer que rien ne leur est interdit. Autant les hommes que les femmes peuvent se mettre au même niveau, au niveau du football. Pour les organisateurs, les objectifs fixés sont atteints. Un très bon moment avec nos filles et les filles de la CSPH. C'est la CSPH qui nous invite pour cette rencontre. Nous pensons que c'était beaucoup pour nos filles, beaucoup de pression dans la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, on a vu un changement. C'est ce but que nous avons pu placer. Mais il y avait certainement une trop forte pression. Et ce rouleau compresseur nous a conduit ici. Dans la matinée, les dames de la CRTV étaient à l'école des soins esthétiques. Ces vedettes de la télé et de la radio ont été édifiées sur l'un des aspects les plus importants de leur profession, l'entretien de leur apparence. Une matinée glamour également pour les dames de la station régionale CRTV Centre. Elles se sont retrouvées autour de plusieurs activités récréatives ce jeudi, des moments de détente mais aussi d'apprentissage. Voyons cela avec Ruth Alice Untientier de CRTV Centre. Pour ces Amazones des médias, toujours au four et au moulin, pour être au service des auditeurs, la journée consacrée à la femme le 8 mars prochain est un prétexte louable pour prendre un temps pour se faire un éclat psychologique et physiologique. Remercier à la promotrice de ce centre qui a bien voulu nous offrir cette occasion en ces circonstances de la fête du 8 mars. C'était bon de montrer aux femmes que lorsque on s'est esquinté au travail, on peut se reconstituer, se reconstruire et être toujours de bonne humeur afin de donner toujours le meilleur de soi-même dans le cadre d'un centre de beauté comme celui-ci. Toute une matinée glamour pour se relaxer, se masser, se faire belle. Un aspect non négligeable pour l'épanouissement de la femme. Nous passons des journées énormes à travailler au bureau, à la maison. Se masser, ça fait plaisir, ça redonne envie de se remettre en valeur. Vous savez, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, la femme est un être vulnérable. Cerise sur le gâteau, la phase de la pause, de la
couronne de la femme africaine, le foulard. On a des foulards carrés, on a des foulards rectangles. Mais quand on veut avoir une grande marge de manœuvre, les foulards rectangles sont idéaux parce qu'ils ont la longueur. Entre séminaires sur les questions liées à l'épanouissement de la femme et la mise en beauté sur mesure, la femme de la station régionale du centre est fin prête pour mettre autour d'elle des étoiles plein les yeux à ceux qui la verront le 8 mars prochain. Les femmes très belles, mais elles continuent également à s'initier au TIC. Près de 100 dames de Obala dans la Lequier viennent ainsi de bénéficier de 2 mois de formation à l'Institut africain d'informatique. Elles recevaient ce jeudi des attestations de fin de formation, une cérémonie conduite par Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun, Michel Renaud-Anja. En matière d'accès au TIC, les femmes d'Obala n'entendent pas rester à la traîne. Raison pour laquelle une centaine d'entre elles ont opté se former à l'Institut africain d'informatique, avec pour atout majeur la maîtrise des logiciels tels Word et Excel. Au cours de la remise des parchemins, les bénéficiaires ont salué la volonté du groupe culturel Mintar pour le soutien de la dite formation. Je leur souhaite bonne chance pour la suite. Je voudrais tout d'abord remercier la première dame. En ce qui concerne cette formation, elle va nous aider à faire beaucoup de choses dans le monde moderne. Le représentant résident de l'IAI présent a demandé aux bénéficiaires de faire œuvre utile de cette formation. C'est cette formation-là qui permet aux femmes d'avoir leur autonomisation grâce aux activités qu'elles peuvent commercialiser par le numérique. Cette formation rentre en droite ligne de l'opération MIGEF 2035. À Douala, l'entreprise Camrail est engagée dans la recherche universitaire. La compagnie ferroviaire offrait la semaine dernière dans la capitale économique des codes d'accès gratuits à la bibliothèque numérique, ceci aux étudiants de l'université de Douala. Maïra Moubia Abbas raconte. Compagnie ferroviaire Camrail. C'est en quelque sorte une plateforme numérique pour la recherche qui concernerait les étudiants, les enseignants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique concernant la responsabilité sociétale des entreprises. Et en matière de responsabilité, en matière de RSE, il faut dire que tout ce qui touche à la dimension sociale et humaine constitue une préoccupation importante du groupe Bolloré. Depuis son implantation au Cameroun, cette filiale du groupe Bolloré encadre plus de étudiants et élèves chaque année. Ces derniers bénéficient de soutien multiforme pour mener à bien leurs études. Je tiens déjà à remercier le consortium Bolloré à travers sa filiale Camrail pour ce don qu'il nous a offert. Très heureux parce qu'un événement comme celui-ci qui nous est offert par Camrail en ce jour est non seulement un jour mémorable mais remarquable pour les étudiants. À travers YouScribe, nous avons l'opportunité non seulement d'avoir accès à certains ouvrages que nous ne savions même pas que nous puissions les voir. L'initiative participe au développement de la recherche et de la professionnalisation des enseignements à l'université de Douala. Nos étudiants vont pouvoir enfin accéder à une base de données qui a des millions de références documentaires par le biais du projet YouScribe. Après la mise en service des bus électriques à l'université de Yaoundé 1 et la réhabilitation de plusieurs écoles à Douala et à Kribi, le projet YouScribe vient s'ajouter aux initiatives d'accompagnement et d'épanouissement de la jeunesse camerounaise par Camrail. En religion, parlons de la clôture hier mercredi au centre d'accueil Notre-Dame du Perpétuel Secours de Mbokoulou à Mbalmayo du 6e conseil des coordinateurs diocésains de Caritas. Monseigneur Yann Osga, l'évêque de Doumé à Bomban, qui en est le président, a invité les croyants à plus de compassion. Pierre Biyinambarga. Le centre d'accueil Notre-Dame du Perpétuel Secours de Mbokoulou, dans le diocèse de Mbalmayo, 4 jours durant, était le quartier résidentiel de la Fondation Caritas Cameroun de la Conférence épiscopale nationale. Ces hommes et femmes viennent des 26 diocèses du Cameroun pour participer aux ateliers Caritas. Des cadres qui sèment dans le cœur des fidèles la graine de la charité, de l'amour et du service.
La réflexion de Monseigneur José Marin Diokala porte sur l'engagement social de l'Église par les Caritas de la conférence épiscopale. Si nous regardons alentour, nous connaissons ces situations. Des personnes qui ont faim, qui ont soif, qui sont malades, ceux qui sont déshérités, qui sont fragiles et autres. Ces personnes nous interpellent sur le fait que nous sommes des messagers et des témoins de ce Dieu amour. Pour Monseigneur Yanosga, le bon samaritain reste le modèle d'agir de la Caritas. Avoir le courage de s'arrêter à côté de quelqu'un qui souffre, de se courber, de regarder de quoi il souffre. Et sortir une action concrète pour changer la vie de quelqu'un qui est blessé. La Fondation Caritas Cameroun reste et demeure le bras sécurité de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Elle est au chevet des pauvres, des personnes fragiles et vulnérables. La Caritas ensemble donne des raisons d'espérer ou désespérer. La nécrologie dans ce 20h30 avec les adieux à notre collègue Benoît Magnacon, ici à l'image. Il est décédé le 28 janvier à l'âge de 58 ans. Des suites de maladie, il était le vice-président du syndicat national de la communication, collaborateur à la direction des infrastructures et du patrimoine, ici à la CRTV Télévision. La levée de corps, c'était cet après-midi, comme on le voit ici à l'image, à l'hôpital général de Yaoundé, levée de corps suivi d'un hommage au centre de production de la CRTV ici à Mbala 2. C'était en présence du directeur général Charles Ndongo et Benoît Magnacon sera inhumé. La dépouille mortelle de notre collègue sera inhumée samedi dans son village natal dans la Sanaga maritime. La page des sports pour revivre le match aller du 5e et dernier tour éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Lionnes indomptables jouaient cet après-midi. Elles ont battu la Zambie sur le score de 3-2. Un match âprement disputé au stade Omnisport de Yaoundé cet après-midi. Les moments forts avec Joseph Gouet Amandeng. Cameroun-Zambie ce jeudi 5 mars. Les Lions indomptables sont cueillis à froid à la 35e minute contre toute attente. Grace Chanda, la buteuse maison, ouvre le score pour la Zambie et impose un silence total au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. 5 minutes plus tard, Nchout Njoya Adjara hérite d'une longue passe de son entrejeu et catapulte le ballon dans le filet zambien. Le Cameroun rétablit l'équilibre et les spectateurs reprennent vie. Voilà qui relance le match ici au stade Omnisport de Yaoundé. Un but partout au terme des 45 premières minutes. L'arbitre marocaine Kagobi Kouchra renvoie Camerounaises et Zambiennes dans les vestiaires. À la reprise, l'entraîneur des Lions indomptables, Alain Djemfa, injecte du sang neuf dans des joutes. Ngobatoum et Ngombelek font leur entrée. La rencontre change de physionomie et les Camerounais assiègent le camp zambien. Malheureusement, leurs multiples assauts sont non concluants jusqu'à 20 minutes du terme. Mais c'était sans compter sur cette jolie combinaison savamment orchestrée à la 72e minute. C'est une joie de courte durée puisqu'une minute plus tard, Grace Chanda, encore elle, rattrape le Cameroun au score dans un ballon de cafouillage. Une égalité à 2 buts partout qui n'occulte en rien la fougue et la volonté des Camerounaises de remporter cette partie. 2 autres offensives ont suffi pour qu'elles trouvent la faille. Cameroun 3, Zambie 2, victoire in extremis certes, mais importante pour le moral des Lions indomptables qui devront encore faire pareil au match retour à Lusaka mardi prochain.
Et le 4e épisode de notre compte à rebours pour le CHAN 2020. Nous sommes à 30 jours et nous allons voir ce soir le nouveau visage du stade de la réunification à Douala, ce symbole de notre unité nationale réalisé à l'occasion de la CAN de 1972 n'était plus que l'ombre de lui-même. Maintenant, ce stade a été complètement réhabilité par l'entreprise canadienne McGill. Le nouveau visage du stade de la réunification à Douala, c'est une présentation de Monique Félicité Chouana. Nous étions ici il y a un mois. Aujourd'hui, la transformation est totale. Le stade de Bepanda Omnisport de 40 000 places prend formes et couleurs de jour en jour. À l'entrée, les ouvriers achèvent déjà le revêtement extérieur de toutes les tribunes avec des lamelles et des panneaux en aluminium qui renvoient à plusieurs mètres les rayons du soleil. À l'intérieur, l'on est accueilli par la beauté de la pelouse, toute verte, tendue au millimètre près. Son éclat est révélé par la couleur rouge vive de la piste d'athlétisme achevée. En levant la tête, l'on découvre la splendeur de la large tribune présidentielle. Ce pôle attractif du stade est garni de baies vitrées de sièges rouges. Le dessus est illuminé par des ampoules disposées tel un ciel étoilé. Sur un coin du stade, les sièges du banc de touche flambant neuf attendent d'être placés. Juste à côté, le stade annexe de 1000 places est fin prêt. Il a d'ailleurs accueilli il y a quelques semaines les entraînements des Lions indomptables. Les ouvriers travaillent ici 24 heures sur 24. Ils sont concentrés sur ces finitions. L'entreprise canadienne McGill Construction a promis remettre les clés du stade omnisport rénové de Bepanda un mois avant le démarrage du CHAN prévu le 4 avril 2020. Et c'est ici, au Cameroun, la fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Sidoine Monkam, Auguste Angononga et Stéphane Zembomon. Vous aurez un autre journal sur cette antenne présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou quand il sera minuit exactement. Et après ce 20h30 sur cette antenne, la CRTV vous offre le magazine Discovery. Et pour les éditions du 20h30 du week-end dès demain, vous serez en compagnie de Atta Badine Oumar. Nous disons d'avance un excellent week-end à tout le monde, mais déjà également une très très belle fête pour la femme camerounaise et celle d'ailleurs, la 35e édition de la Journée internationale de la femme. Ce sera ce dimanche et nous vous retrouverons lundi à 20h30. Bonne fête, mesdames. CRTV News, ici, toute l'info.